Pendant 25 ans de recherche, Napoleon Hill a étudié les 500 personnes les plus riches des États-Unis et il a trouvé les 13 étapes nécessaires pour devenir riche. Et je vais te dire quelles sont ces 13 étapes, gratuitement. Quand on a une mission dans la vie et qu'on veut faire quelque chose et on pense, sorry, hein, on pense I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. J'étais acteur dans ma tête, j'avais réussi. Hein. Et alors, quand on pense comme ça dans la vie, c'est pour tout le monde, pour tous les Français, pour tous les Belges, pour le monde entier. Quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant hein, sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent, un jour, peut-être que il n'y a rien qui se passe. La première étape sans laquelle rien n'est possible, c'est d'avoir un désir ardent. Si ton désir d'obtenir beaucoup de richesse n'est pas brûlant, ardent, tu n'y arriveras en aucun cas. Si tu veux un peu devenir riche, si tu penses que ce serait sympa pour toi, il est certain que tu n'y arriveras pas. Il faut que tu le veuilles à mort. Ou alors que tu veuilles absolument créer quelque chose qui va changer le monde, comme la lampe pour Edison, ou alors le fait de populariser la voiture pour Henry Ford. Ce désir ardent de changer le monde, de créer quelque chose de nouveau et d'impacter l'humanité est indispensable pour aller au bout des 13 étapes. Sans ce désir ardent, tu ne pourras jamais avoir foi en toi, tu ne pourras jamais prendre des décisions définies, tu ne seras jamais persistant. Et donc la première étape, c'est de trouver ce désir-là et de le cultiver. On va voir dans les autres étapes, dans la troisième étape sur l'autosuggestion, la cinquième sur l'imagination et la neuvième sur les masterminds, on va voir comment cultiver ce désir une fois que tu t'es lancé. La deuxième étape, c'est d'avoir une foi totale en ce que tu fais. Marconi, qui est le mec qui a inventé la transmission radio, était pris pour un fou et il a été suggéré qu'il soit envoyé dans un hôpital psychiatrique quand il disait pouvoir transmettre des informations à travers l'air sans utiliser aucun support. Pour créer quelque chose qui va vraiment changer le monde et qui a un impact important, il faut que ça ait l'air irréalisable, irrationnel aux yeux de la plupart des gens. Parce que c'est en faisant ce genre de projet qui demande forcément beaucoup de foi en toi ou en ton projet que tu peux vraiment te démarquer et apporter beaucoup de valeur. Et c'est seulement en apportant beaucoup de valeur au monde que tu pourras recevoir énormément de valeur en retour. Il n'y a pas d'autre manière de réussir à obtenir beaucoup de richesse que d'apporter énormément de valeur dans le monde. C'est le cas encore plus aujourd'hui, c'était déjà le cas à l'époque de Napoleon Hill, au début du XXe siècle, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre manière sûre de réussir à s'enrichir énormément. Évidemment, il y a quelques gens qui arrivent autrement, mais dans la majorité des cas, et la voie la plus sûre, la plus certaine d'y arriver, c'est d'apporter énormément de valeur aux gens. Et pour ça, il faut prendre des risques, aller là où les autres n'osent pas aller, parce qu'ils n'ont pas un désir ardent et parce qu'ils n'ont pas foi en eux. Sans le désir, sans la foi, tu ne pourras jamais exploiter la totalité de ton potentiel. Donc la deuxième étape, c'est simplement trouver cette foi que les autres ne partagent pas forcément et que tu es capable de garder malgré les critiques. La troisième étape consiste à pratiquer l'autosuggestion, parce que l'autosuggestion, c'est ce qui va renforcer ta foi. L'autosuggestion, c'est inspiré de la méthode Coué qui consiste à se répéter simplement tous les soirs, tous les jours et de tout point de vue, je vais de mieux en mieux, se dire ça juste avant de dormir. Et tu peux pratiquer cette méthode Coué en te répétant tous les jours simplement, un jour j'aurai beaucoup d'argent, un jour je vais réussir à créer la lampe, un jour je vais réussir à populariser les voitures sur les routes. Bref, trouver ton autosuggestion qui va te permettre d'avoir foi en toi et en ton projet. Et cette autosuggestion, elle doit être pratiquée non pas de manière mécanique, mais en utilisant ton imagination. Il faut qu'il y ait de l'émotion derrière. Il faut que tu crois vraiment, que tu visualises vraiment ce que tu es en train de t'auto-suggérer. Cette méthode, si tu la fais quotidiennement, elle va renforcer ta foi immensément. Cette méthode, c'est pas seulement la méthode Coué, c'est une méthode qui est éprouvée depuis des millénaires, depuis le début de l'humanité. C'est ce sur quoi reposent les religions, sur les prières que l'on répète. À force de se répéter quelque chose constamment, la foi rentre en nous et elle devient indestructible. Ça fait partie des savoirs ancestraux de l'humanité et il faut absolument utiliser ça aujourd'hui. Si tu veux vraiment changer les choses ou simplement beaucoup t'enrichir, il faut que tu utilises cette technique simple de l'autosuggestion pour faire rentrer cette idée en toi, pour faire rentrer cette foi inébranlable à l'intérieur de toi. La quatrième étape consiste à acquérir une connaissance spécialisée. Évidemment, le désir et la foi ne suffisent pas, c'est juste le début, c'est juste le stade initial. Ensuite, il faut que tu acquières des connaissances que les gens n'ont pas forcément, des connaissances qui sont assez rares. Les connaissances générales ne vont pas t'aider à produire quelque chose de véritablement nouveau ou à te démarquer et t'enrichir énormément. C'est pas le fait de savoir la date de Marignan ou le prénom de l'épouse d'Henri III qui va te permettre de t'enrichir dans la vie. Ce qu'il faut, c'est cultiver une connaissance spécialisée. Napoléon conseille à l'époque de passer par des cours du soir et par différentes méthodes qui étaient efficaces à l'époque et qui demandaient beaucoup d'efforts, mais aujourd'hui, presque un siècle plus tard, c'est beaucoup plus facile. En un an, tu peux devenir un spécialiste de n'importe quel domaine. Il faut réaliser ça.
En un an, si tu consacres, on va dire, 1 heure par jour à l'apprentissage de telle ou telle chose sur Internet, en empruntant des livres gratuitement dans des bibliothèques ou en achetant des livres d'occasion sur Amazon, tu peux très facilement devenir un grand spécialiste de n'importe quel domaine un peu spécialisé. Il faut juste que tu trouves ta niche, ton domaine dans lequel la plupart des gens ne s'y connaissent pas vraiment, et que tu te formes là-dessus tout seul pendant 1 an. Si tu as les moyens ou si tu connais des personnes, forme-toi avec quelqu'un, ça sera encore plus efficace. Mais il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas acquérir de connaissances spécialisées. Tout le monde devrait avoir des connaissances spécialisées pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau et de positif à l'humanité. Ça sert à rien d'avoir de la culture simplement pour l'étaler et te mettre en valeur aux yeux des gens, mais avoir des connaissances spécialisées, c'est la voie royale pour arriver au succès et au changement. C'est indispensable pour créer quelque chose de nouveau. Tu ne dois pas faire confiance qu'à ton imagination. Tout le monde a des idées, tout le monde a de l'imagination. Tu ne pourras utiliser ça concrètement que si tu as du savoir dans un domaine particulier. Mais ce qu'explique aussi Napoléon Hill, c'est que le savoir n'est pas forcément une arme. C'est une arme potentielle. C'est une arme dans le cas où tu sais comment l'utiliser, comment la mettre en place. Henry Ford, qui avait été critiqué par un journaliste parce qu'il avait été insulté et qualifié d'ignorant idiot, a porté plainte contre ce journaliste et il s'est retrouvé au tribunal. Et pour prouver que effectivement Henry Ford était un idiot, un ignorant, le journaliste lui a posé quelques questions de culture générale. Et effectivement, la plupart de ces questions de culture générale, qui étaient des dates de guerre, le nom de tel ou tel inventeur, etc. Henry Ford, pour se défendre de ne pas connaître effectivement la réponse à ces questions, c'est que ça ne lui servait à rien de savoir ça, puisqu'il pouvait simplement contacter n'importe quelle personne qui était là avec lui autour de lui poser la question et cette personne pouvait répondre pour lui. Et ce qui était nécessaire, c'est pas d'avoir du savoir, mais d'avoir un savoir organisé et toujours disponible. Donc, privilégie la culture et la connaissance spécialisée plutôt que la culture générale qui ne sert à rien d'autre que dire j'ai de la culture générale, ce qui ne va pas te permettre d'avancer vraiment dans la vie et de changer les choses et de t'enrichir énormément. La 5e étape, c'est d'utiliser ton imagination. Il y a 2 types d'imagination, l'imagination synthétique et l'imagination créative. L'imagination synthétique, c'est simplement de relier plusieurs idées entre elles pour créer quelque chose d'apparemment nouveau. L'imagination synthétique peut être utile et intéressante, mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on change le monde et qu'on apporte énormément de valeur. La plupart du temps, quand on utilise trop l'imagination synthétique, ça peut nous amener à faire un produit compliqué dont personne ne veut. C'est à la portée de tout le monde d'imaginer un téléphone qui va aussi servir d'ordinateur. Pour faire ça, il suffit d'avoir beaucoup de moyens, c'est pas une idée extraordinaire en soi. Si tu démarres avec peu de moyens, ce qu'il te faut, c'est une idée qui est créative et pas une idée synthétique. Parce que les idées synthétiques, tout le monde les a déjà. Si ton idée, c'est juste de mélanger l'utilisation d'une voiture et d'un avion par exemple et de faire une voiture volante, c'est pas une super idée parce que tout le monde y a déjà pensé et si c'était faisable et rentable, ça aurait déjà été fait. Plutôt que d'inventer entre guillemets une idée qui va mélanger plusieurs fonctions qui existent déjà, essaye de te démarquer avec l'imagination créative. Le problème c'est que l'imagination créative, tu peux pas vraiment la contrôler, elle te tombe dessus de manière imprévue et de manière imprévisible. Elle vient de ce que Napoléon Hill appelle l'intelligence infinie, qui est une sorte d'intelligence qui existe au-delà de nous. On peut s'y connecter de manière hasardeuse, de manière aléatoire à certains moments, mais on peut pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Tout ce qu'il faut, c'est simplement acquérir une connaissance précise dans un domaine, avoir un désir ardent de créer quelque chose de nouveau ou de s'enrichir, d'avoir vraiment foi en soi et en son projet. Et si on remplit toutes ces étapes, on pourrait avoir des accès d'imagination qui vont arriver. Et il faut les accepter, noter ces différentes idées, explorer des pistes, être un petit peu comme un enfant et accepter les idées nouvelles sans vouloir forcément s'attacher aux idées qui existent déjà pour seulement faire un melting pot de trucs qui existent déjà. C'est pas ça avoir une bonne idée, c'est pas comme ça qu'on change le monde. C'est avec des choses qui sortent de nulle part, dont on ne peut pas comprendre vraiment d'où elles viennent, mais il faut simplement faire confiance à son intuition, au hasard et à l'imagination créative. Mais il faut simplement faire confiance à son intuition, au hasard et à son imagination créative qui vient de l'intelligence infinie. La 6e étape pour réussir à s'enrichir, c'est d'avoir une organisation planifiée. C'est de prendre une décision définitive sur ce que tu vas faire et quand est-ce que tu vas le faire. C'est normal de changer ton plan au fur et à mesure, mais ce changement de ta planification, il doit se faire très lentement. Parce que les gens qui réussissent à acquérir de la richesse sont souvent des obstinés, sont souvent des gens que la plupart des gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne changent pas d'avis facilement et ils sont en quelque sorte très têtus. Mais être têtu, c'est une grande qualité dans l'entrepreneuriat. La 7e étape, c'est d'avoir des décisions rapides et définitives. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent à s'enrichir et les autres, c'est que ceux qui réussissent prennent des décisions rapidement et définitivement et ils changent d'avis lentement. Alors que la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils mettent beaucoup de temps avant de prendre une décision. Cette décision n'est pas très sûre et pas du tout définitive.
Et ils changent de plan très rapidement, ils vont aller dans toutes les directions dès qu'ils ont une nouvelle idée. Tu dois faire exactement l'inverse, prendre rapidement ta décision, rapidement t'engager et plus tard peut-être changer d'avis, mais alors le faire très lentement. Plus t'attends avant d'explorer une voie, et plus tu vas en général en sortir très rapidement. On a tendance à croire que c'est exactement l'inverse, parce que les gens qui attendent, qui sont sages, qui sont prudents, qui prennent leur temps avant de se lancer, vont se lancer plus longtemps, mais en fait c'est plutôt l'inverse. Les gens qui réussissent sont des gens qui décident vite et qui restent sur une voie très longtemps. Tu dois faire un maximum d'erreurs le plus vite possible pour apprendre rapidement de tes erreurs. Il n'y a pas de problème si tu es un petit peu têtu, c'est une qualité nécessaire pour réussir et s'enrichir rapidement. Henry Ford était extrêmement têtu pour l'invention d'un nouveau moteur. Steve Jobs était extrêmement têtu avec ses ingénieurs jusqu'au point d'être détesté par ses salariés. Mais c'est des qualités de bons entrepreneurs. Évidemment, il ne faut pas être totalement bête et parfois il faut être capable de changer d'avis, mais ça doit se faire lentement, progressivement, parce que tu n'as vraiment pas le choix. Le fait d'être têtu et obstiné, c'est un défaut nécessaire. La 8e étape pour s'enrichir, c'est de cultiver la persistance. Le seul point commun entre tous les gens très riches aujourd'hui et qui étaient pauvres quand ils sont nés, c'est leur persistance incroyable. Il faut avoir une persistance extraordinaire pour réussir, pour accomplir un objectif qui demande beaucoup de foi, qui demande un désir ardent. Et la persistance, c'est le seul secret pour réussir, il n'y en a pas d'autre. Il suffit d'être très persistant, être prêt à travailler beaucoup, être prêt à sacrifier énormément. C'est comme ça que tu vas réussir à atteindre ton objectif. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut que tu aies une vision claire de l'objectif que tu veux atteindre, mais aussi de ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif. Et tant que tu n'as pas sacrifié ce que tu étais prêt à sacrifier pour ce projet, en termes de temps ou en termes d'argent, eh bien tu dois continuer et persister. Il faut que les règles soient clairement définies à l'avance. Tu ne peux pas abandonner sur un coup de tête. Tu dois prévoir dès le début jusqu'à où tu es prêt à aller. La 9e étape pour réussir à s'enrichir, c'est de créer des masterminds. C'est-à-dire se réunir avec d'autres gens qui ont déjà réussi ou alors qui sont dans la même optique que toi et partager avec eux pas seulement des idées, des conseils, mais une certaine énergie et pouvoir accéder plus facilement à cette intelligence infinie qui est l'imagination créative qui peut tomber à tout moment. Quand tu es regroupé avec d'autres gens dans ce même état d'esprit, tu as beaucoup plus de chances d'avoir cette imagination créative avec toi. Le meilleur moyen de cultiver toutes ces valeurs et réussir dans toutes ces différentes étapes, c'est de s'entourer de gens qui suivent exactement les mêmes étapes. L'avantage des masterminds, c'est que tu vas rencontrer des gens qui ont chacun leurs connaissances spécifiques dans leur domaine et en partageant ces différentes connaissances, tu pourras beaucoup plus facilement réussir dans ton domaine à toi. Personne qui a réussi à s'enrichir n'y arrive tout seul, c'est un mythe, tout le monde y arrive grâce aux autres. Et comme il faut des connaissances spécifiques, tu auras forcément des lacunes dans un autre domaine. Donc tu as besoin des autres, tu as besoin d'être en contact avec les gens d'un mastermind pour réussir dans ton domaine et t'enrichir. La 10e étape pour réussir à s'enrichir, c'est la transmutation sexuelle. Napoleon Hill explique que parmi tous les gens qu'il a rencontrés qui sont devenus très riches, il n'y en a absolument aucun qui n'était pas très sexuel. Les gens qui ont une forte libido, qui ont un fort désir, sont les seuls qui réussissent dans la vie à accomplir des objectifs très ambitieux. Et il remarque aussi Napoleon Hill que la plupart des gens qui ont réalisé de grandes choses l'ont fait autour de l'âge de 40 ou 50 ans. Et il explique que c'est parce que souvent ces mêmes personnes ont perdu beaucoup de temps dans leurs jeunes années à simplement essayer de séduire et plaire aux filles, alors que cette même énergie aurait pu être utilisée pour créer quelque chose de positif pour toute l'humanité. Et souvent à l'âge de 40 ans environ, ils réalisent que cette même énergie peut être déplacée vers un autre objectif, vers un autre désir ardent qui va leur permettre de réaliser de grandes choses. Pour réaliser cette transmutation sexuelle, il faut mettre de côté cette recherche de sexe et éventuellement cultiver l'amour avec une personne. Parce que si tu fais ça, toute l'énergie sexuelle que tu avais en toi sera mise au service d'un autre projet. Et pour ça, il faut évidemment trouver la bonne personne, une personne aimante qui va t'aider dans ton projet et qui va t'admirer pour ce que tu fais d'ambitieux, qui va le comprendre et voilà, trouver le bon partenaire qui va te permettre d'aller dans cette direction et de pratiquer la transmutation sexuelle. Et Napoleon Hill explique que même si la société condamne les gens qui ont un fort désir sexuel en les qualifiant d'obsédés, etc., en réalité, c'est souvent chez ces personnes que se trouve la plus grande énergie et le plus grand potentiel pour changer les choses. Donc c'est pas une malédiction d'avoir un fort désir sexuel si c'est ton cas, c'est au contraire une bénédiction, tu dois t'en servir, mais transmuter cette énergie dans un autre domaine. Parce que tous les gens qui ont réussi à impacter le monde de manière importante avaient ce fort désir sexuel, mais tous les gens qui ont un fort désir sexuel n'impactent pas du tout le monde de manière positive. Parce que la plupart des hommes qui ont cette énergie-là n'arrivent jamais à la transmuter. La 11e étape, c'est d'accéder à son subconscient. Le subconscient est responsable de notre attitude, de notre état de santé mentale et physique. Le subconscient est responsable de notre état de santé mentale et physique et il est responsable de notre désir et de notre foi. Par exemple, à New York, pendant la Première Guerre mondiale, les journaux avaient publié plusieurs articles sur une épidémie de grippe. Et juste à ce moment-là, il y a eu beaucoup de grippe et les médecins avaient énormément de grippe à soigner dans leur cabinet.
Alors les médecins ont contacté les journaux et leur ont demandé de coopérer avec eux et d'arrêter de publier des articles sur la grippe. Et à partir du moment où le mot grippe n'apparaissait plus dans les journaux de New York, l'épidémie s'est arrêtée. En réalité, le subconscient est responsable de la plupart des maladies et si tu crois que tu es en bonne santé, tu seras en bien meilleure santé. De la même manière, si tu crois que tu es en bonne santé mentale, si tu cesses de te concentrer sur les choses négatives, sur les risques et sur tes peurs, tu seras bien meilleur et tu pourras beaucoup plus facilement accomplir tes objectifs et t'enrichir si tu le veux. La 12e étape consiste à accéder à l'intangible. Napoleon Hill nous dit que le cerveau a accès à bien plus de choses qu'on ne le croit. Il y a énormément d'énergie, d'informations, de vibrations dont on n'a pas conscience et auxquelles le cerveau peut accéder. À l'époque de Napoleon Hill, on avait découvert l'électricité assez récemment et il était fasciné par la puissance de ces énergies qu'on ne voyait pas, de l'intangible. Et bien pour le cerveau humain, la plupart des forces en jeu sont aussi intangibles. Le plus important dans la créativité, dans la foi, dans le désir, dans la persistance, c'est les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Et il faut accepter de se connecter à ça, accepter de se connecter au subconscient, à l'intangible et à l'intelligence infinie pour être plus créatif, plus persistant et avoir plus de foi et atteindre ton objectif même s'il est très ambitieux. La 13e étape, une fois que tu t'es ouvert à l'intangible et que tu t'es ouvert à ton subconscient, c'est de cultiver un 6e sens. À travers la méditation, à travers la réflexion, tu peux cultiver ce 6e sens et avoir accès à des idées, avoir accès à un courage, avoir accès à une persistance qui ne sont pas accessibles à la plupart des gens. La culture de ce 6e sens peut être faite à travers l'autosuggestion et l'imagination. Ce que faisait Napoléon Hill, c'est que tous les soirs avant de dormir, il fermait les yeux et il s'imaginait dans un conseil avec plusieurs personnes, dont Lincoln, Edison, Henry Ford, des gens qui l'inspiraient. Et il s'imaginait à chaque fois de discuter avec ces personnes de ce qu'il allait faire plus tard. Et chaque soir, il imaginait ce conseil et chaque personne devenait indépendante au fur et à mesure des soirées. Et chaque personne développait sa propre personnalité et l'aidait, lui donnait de la foi, du désir, de la persistance, de la créativité. Et grâce à ce conseil imaginaire, il avait accès à un 6e sens, à une intuition extraordinaire. Napoleon Hill a cultivé ce 6e sens sur lui, mais il a aussi essayé de le cultiver chez son fils. Il faut savoir que son fils était sourd et qu'il n'avait pas d'oreille à la naissance. Et Napoleon Hill et sa femme ont décidé de ne pas enseigner le langage des signes à leurs enfants. Ils ont plutôt décidé d'insuffler en lui un désir très fort d'entendre comme la plupart des enfants. Et donc Napoleon Hill racontait tous les soirs une histoire à son fils dans laquelle il expliquait que par le désir, par la pensée, on pouvait rendre réelles certaines idées. Pour Napoleon Hill, les pensées sont des choses. Ce ne sont pas des choses abstraites qui n'existent pas vraiment, ce sont des choses réelles qui peuvent se matérialiser si on a un désir assez puissant. Donc il a insufflé ce désir très fortement à l'intérieur de son fils, et son fils a tout fait effectivement pour réussir à entendre un jour. Un jour, il a utilisé un dispositif qui lui a permis de mieux entendre, alors qu'il n'avait jamais entendu encore, et donc il est devenu un évangéliste pour tous les autres enfants sourds du monde de ce dispositif électrique, et il a su insuffler chez d'autres personnes ce désir d'entendre. Donc Napoleon Hill et son fils, et les 500 personnes qu'il a étudiées, qui étaient les plus riches de son époque, illustrent ces différentes étapes pour arriver au succès, pour arriver à la réussite. Vous venez de voir mon 27e résumé du projet 30 jours, 30 livres, qui consiste à lire 30 livres de développement personnel en 30 jours. C'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. C'est un vieux livre, un vieux classique du développement personnel. C'est pas le livre que je recommandais en premier lieu parce que c'est ancien, c'est pas très argumenté, pas très justifié. On vous dit il faut faire ça dans la vie, ça marche, etc. C'est un petit peu simpliste. Il est aussi question de télépathie, de clairvoyance. Enfin, c'est un petit peu bizarre quand même. Enfin, c'est pas très rationnel, quoi. Je dirais. De manière générale, c'est pas. Si vous avez un esprit un peu logique et que vous aimez bien avoir des preuves et pas juste qu'on affirme des choses gratuitement, ça va un peu vous ennuyer. Après, on peut pas faire vraiment de critique sur ce livre en soi, parce que c'est un des premiers livres de développement personnel. Et on peut pas lui reprocher d'être simpliste parce qu'il déblayait un petit peu le terrain dans ce domaine-là. C'est un livre que je pense que vous pouvez lire surtout pour avoir une culture générale, classique de ce que c'est que le développement personnel à la base. C'est intéressant de voir comment à l'époque, vu qu'on était fasciné par l'électricité, par ces choses intangibles, on imaginait un pouvoir encore plus puissant qui pouvait exister dans le subconscient, les questions de l'intelligence infinie. Enfin, c'est des concepts qui sont assez ésotériques. Et voilà, c'est intéressant de lire ça. Il faut le lire avec un esprit ouvert. Moi, je suis assez ouvert, je veux bien croire en la télépathie, la clairvoyance, mais bon, c'est un peu affirmé un peu gratuitement, quoi. Il n'y a pas vraiment de source, il n'y a pas vraiment d'études derrière. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez lire, par exemple, dans les livres de Kelly McGonigal, enfin des livres de psychologie un peu plus rigoureux. Là, la rigueur n'est pas vraiment au rendez-vous, mais voilà, c'est motivant quand même parce que c'est écrit simplement, il y a un langage ambitieux. Vous venez de voir la 28e vidéo de mon projet 30 jours, 30 livres, c'était Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Et voilà, c'était Raj pour Autodisciple, passez une super journée.